Vous avez la version longue ou la version courte. Et vous avez aussi un flyer qui est sous cette forme-là, en fait, très court, qui reprend les recommandations pour chacun des textes que vous pouvez trouver. Donc, de cette façon-là, vous pouvez aussi communiquer sur ces recommandations du Green de manière très simple dans vos services en les imprimant en couleur pour que ce soit un peu plus joli parce qu'ils ont été très bien designés pour ça. Donc, moi, je vais vous parler de recommandations qu'on a faites à partir de la littérature en 2018, jusqu'en 2018, et qui ont été faites en s'axant sur trois perspectives. Les recommandations des niveaux lumineux dans les services d'hospitalisation des nouveau-nés, pour le bébé lui-même, pour les soignants et la sécurité des soins, et pour les parents et la famille du bébé. Donc, en fait, le Green, dans ses recommandations, fonctionne toujours de la même façon. Il y a d'abord des questions principales qui sont posées, en général pas plus de 3 ou 4. Et ensuite, on essaye d'y répondre et de voir si on peut créer des recommandations à ce sujet-là. Donc, ici, les 3 questions qui ont été identifiées étaient premièrement, quel est l'environnement lumineux adapté aux nouveau-nés en service de soins? Deuxièmement, la cyclisation, donc le changement obscurité-lumière de la luminosité ambiante est-elle bénéfique à l'enfant hospitalisé en service de soins néonataux? Et enfin, quel est l'environnement lumineux adapté au bien-être des parents, des soignants et à la sécurité des soins? Donc, à partir de ces 3 questions, en fait, pour vous montrer un peu la méthodologie, mais vous l'avez peut-être déjà eu les autres années, là, c'est juste une petite explication sur comment on fonctionne. Donc, en fait, on fait la biblio sur des sujets. Par exemple, ici, quel est l'environnement lumineux adapté aux nouveau-nés en service de soins? On a décidé qu'il y avait l'environnement de la vie fétale à prendre en compte, puisque quand les bébés naissent prématurément, ils sont encore à ce stade-là du développement, et l'environnement postnatal en fonction des études qui ont pu être réalisées donc, chez les bébés qui sont nés, avec aussi la question de la maturation progressive et du terme corrigé des bébés. Donc, à partir de là, en fait, on voit le nombre d'études qui concernent, en fonction des mots-clés, le nombre d'études randomisées contrôlées ou expérimentales sans groupe contrôle ou des études observationnelles. Et puis après, il y a aussi simplement des avis d'experts parfois et des études qualitatives. Mais pour ça, vous voyez qu'il y a en fait différents niveaux de gradation de preuves. Et ensuite, les recommandations qui vont suivre auront des gradations en fonction de ce qui aura été retrouvé comme qualité d'étude. Donc, si on prend la première question qui était posée par le Green, quel est l'environnement lumineux adapté aux nouveau-nés en service de soins? En fait, pour travailler cette question, on a travaillé aussi à partir d'articles d'animaux, en fait, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'articles chez l'humain. Et donc, pour toute la partie fétale, il y avait des articles sur la tolérance, par exemple, de souriceaux in utero à des changements lumineux très brutaux ou très forts, des choses comme ça. Et après, on voyait en fait ce que ça avait comme effet sur leur cerveau. Donc ça, c'était une partie qui était un peu moins facile à transposer chez l'humain, mais on voyait que, par exemple, enfin, je vous donne juste ce petit résultat-là, quand il y avait des niveaux lumineux très importants sur la paroi abdominale d'un souriceau in utero, en fait, ça pouvait altérer l'organisation des connexions neuronales avec des altérations aussi au niveau, par exemple, de l'audition. Parce qu'en fait, on voyait chez les animaux que les différentes fonctions sensorielles on partage des synapses, en fait, et sont très corrélées à l'intérieur de la structure fonctionnelle cérébrale. Donc, maintenant, pour revenir chez l'humain, donc en fait, il y a environ 1%, un peu moins selon la façon dont la personne est habillée et l'environnement qu'il y a autour de son corps. 1% de la lumière extérieure autour de la maman est transmise au fœtus. Et en fait, il y a environ 50 lux ou moins qui sont retrouvés comme lumière pour un fœtus dans le ventre de sa maman. Et en fait, au niveau des longueurs d'onde, c'est principalement dans les rouges. Donc, en fait, pour que vous me compreniez, il faut que vous regardiez le truc, la bande là en bas, là.
avec le nombre de lux. Donc, 5 lux, c'est la Lune, enfin, c'est presque zéro, quoi. La Lune en période où il n'y a pas d'autres luminosités. 20 lux, c'est une rue pas très éclairée. 70 lux, c'est une rue très, très éclairée. Après, entre 70 et 1000 lux, en fait, il y a un temps un peu nuageux, mais où il y a quand même beaucoup de lumière. Et c'est souvent entre 70 et 1000 lux que se situe l'environnement néonatal dans les services de soins. On va le voir. Donc, c'est en fait un peu comme quand il ne fait pas très beau dehors et qu'il n'y a pas de soleil. Et puis après, on a un soleil, on a très ensoleillé ou carrément regarder le soleil qui correspondent à 100 000 lux. Donc, dans le service de soins, en fait, ce qui a été mesuré dans des unités de soins aux États-Unis et au Canada, dans la littérature, c'était qu'en général, en moyenne, en fait, on avait 350 lux pendant la nuit et la journée, 470 lux, même s'il y avait des variations, ça pouvait aller de 150 à 1000, par exemple. Et en fait, pour le nouveau-né lui-même, dans sa couveuse, en moyenne, c'était 70 lux. Donc, c'est en fait un peu comme une rue très éclairée artificiellement. Mais il y avait surtout une mise en évidence de nombreux pics lumineux sur un fond qui n'était pas très lumineux. Donc, ce qui était un peu embêtant, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de pics lumineux. Et que tout ça, en fait, toutes ces mesures ont été faites en observationnel dans des services de soins. En fait, elles dépendaient énormément de l'architecture. Par exemple, est-ce que l'incubateur est à plus d'un demi-mètre de la fenêtre, par exemple? Ça pouvait provoquer des pics de lumière très, très importants à certains moments. Ou bien la position de la couveuse, mais aussi de la tête du bébé. L'existence de couvre-couveuse soit très épais, soit léger, soit plus ou moins relevé. Et évidemment, la photothérapie, pas spécialement celle du bébé qui est toujours accompagnée de lunettes, mais parfois celle du voisin en fait, ou de l'enfant dans la chambre d'à côté, avec une petite fenêtre vitrée entre les deux. Ça peut provoquer une augmentation énorme du nombre de lux, puisque ça augmente jusqu'à environ 3000 lux et parfois même plus. Donc, en fait, la maturation des enfants, elle va jouer énormément par rapport à ça. Bon, alors je vous mets un peu tout ça, mais ce que je veux surtout vous dire, c'est que, donc comme vous savez, il y a les paupières des bébés qui sont encore plus ou moins fusionnées jusque vers 23-24 semaines. Et après, l'enfant peut ouvrir ses yeux, les paupières sont plus fusionnées, mais elles sont très, très fines, en fait, comme du papier de cigarette. Et donc, elles ne peuvent pas, même les yeux fermés, suffire à protéger contre la lumière. Dans les premières semaines, en fait, jusque vers 32 semaines, ça commence à devenir un tout petit peu plus épais, mais c'est encore plus léger que d'habitude à terme. Puis après, ça augmente progressivement avec le terme. Mais en tout cas, dans les premières semaines, pour les bébés de moins de 32 semaines, c'est vraiment un élément important à prendre en compte. Parce qu'on pourrait penser que l'enfant qui ferme ses yeux, ben, il se protège. Il y a aussi l'accommodation. L'accommodation, elle commence vers 30 semaines, 32 semaines. Avant ça, en fait, les bébés n'arrivent pas vraiment à accommoder en réaction à trop de lumière. Du coup, ça, c'est un élément très important à prendre en compte aussi. Puis même le cristallin et l'intérieur de l'œil, en fait, sont pas encore suffisamment épais ou opaques pour pouvoir protéger contre la lumière. Donc tout ça, ça fait que les bébés, au plus ils sont prématurés, surtout en dessous de 32 semaines, au plus ils sont vraiment à risque de ne pas pouvoir se défendre s'ils sont soumis à des intensités lumineuses fortes. Donc, on sait qu'il y a des réactions de motricité, etc., qui sont vues, même vers 24 semaines. Après, progressivement, en fait, selon les études qui sont faites, on voit un enrichissement de l'activité corticale des bébés suite à des stimuli lumineux. Et bon, ça se voit, ça a été surtout étudié chez des bébés de plus de 34 semaines. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une réactivité qui existe à la lumière très tôt, en fait, par rapport à la naissance prématurée des bébés qu'on a dans les services de soins. Concernant la cyclisation de la luminosité ambiante, et donc la deuxième question qu'on posait, est-ce qu'elle est bénéfique chez les nouveau-nés hospitalisés? Donc ça fait référence à la notion de rythme circadien. Donc ce rythme biologique qui est environ de 24 heures quand on est une personne un être humain qui vit, qui naît à terme, etc. Donc ça détermine de nombreux comportements, mais aussi des sécrétions hormonales, par exemple. Et tout ça, ça va jouer sur les cycles de la motricité, plus de motricité ou plus de calme, ou carrément le sommeil ou l'état vigile. Et ça va aussi jouer sur, en fait, par exemple, l'appétit ou des choses en rapport avec l'envie de manger, quoi.
et donc et la température. Donc en fait, ça, c'est lié à une horloge biologique interne et c'est ajusté par des facteurs de l'environnement et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ça. Donc, puisque ça peut être modifié ou être entraîné par le fait que l'environnement soit plus sombre ou plus éclairé. Donc, en fait, ça, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le rythme circadien, on peut en parler vraiment comme une possibilité de développement chez l'enfant à partir de 32 semaines. Avant, ça n'a pas beaucoup de sens d'après les études qui avaient été faites. Et du coup, c'est surtout à partir du fait, en fait, que l'enfant est en néonatologie que ça peut être une question qui a vraiment du sens. On va voir ce que dit la littérature là-dessus. Donc là-dessus, en fait, on s'est basé sur une Cochrane puisque, comme je vous ai dit, les articles ont été, toute la revue de la Biblio a été faite en 2018. Donc, il y avait une Cochrane assez récente qui avait été mise à jour en 2016 à ce sujet-là, qui reprenait plusieurs études, en fait. Et donc, la question, c'était de savoir déjà si cette cyclisation, en fait, elle comparait lumière vive versus obscurité, ou bien lumière modérée versus lumière vive. Donc, en fait, en fonction de ce qui était souhaité par les gens qui faisaient l'étude. Donc, en fait, la conclusion de la Cochrane, elle montre deux choses. Le groupe lumière cyclisée, c'est-à-dire donc 12 heures de lumière euh, plutôt forte versus pénombre en continu. Donc, soit, excusez-moi, je reprends, soit l'enfant était 12 heures dans la lumière, 12 heures dans la pénombre, donc nuit-jour, enfin jour-nuit, soit il était dans la pénombre en continu. Et donc, en fait, ils ont comparé ça. Ils ont pensé que peut-être que l'enfant qui était dans la pénombre continue, ben, il allait mieux grossir parce qu'il allait moins bouger, par exemple. Mais en fait, ça n'a pas été vu que ça marchait. Il y a aussi la question de protéger ses yeux. Peut-être que ça pouvait protéger contre la rétinopathie, mais en fait, non, ça ne protégeait pas. Et il y a aussi la durée moyenne de séjour. Et en fait, on voyait que, mais c'est des données qui sont un peu qui ne sont pas très solides en fait. Deux des quatre études portant sur la durée de séjour moyen retrouvaient une diminution dans le groupe cyclisé en comparaison avec le groupe pénombre continu. Donc voilà, mais bon. Euh, Après, il y avait aussi plus d'activité le jour que la nuit en fin de séjour et dans le premier mois. Et en fait, ça a été vu par une actimétrie, c'est-à-dire une mesure du nombre de mouvements que faisait l'enfant et une durée de pleurs inférieure dans le groupe cyclisé. Donc, ça, c'était des éléments plutôt positifs, en fait, liés tous au groupe lumière cyclisé. Donc, il n'y avait en fait pas d'argument pour mettre les enfants dans la pénombre en continu à partir de 32 semaines. Après, il y a groupe lumière cyclisé versus lumière continue. Bon, ça, personne n'a envie de participer à cette étude, mais bon, en tout cas, je présente quand même parce que dans la Cochrane. Donc, en fait, le groupe cyclisé, c'est-à-dire ceux qui avaient quand même le droit d'être dans la pénombre 12 heures sur 24, ils avaient une diminution du nombre de jours jusqu'à la première alimentation orale, donc au sein ou au biberon, diminution du nombre de jours de ventilation assistée et poids moyen supérieur et durée d'éveil moindre dans le groupe cyclisé à 3 mois d'âge corrigé. En fait, comme vous voyez, enfin, ça c'est une Cochrane, donc c'est quand même oui, une durée de séjour diminuée. Donc, c'est quand même une méta-analyse. En même temps, cette Cochrane, elle disait aussi que les études utilisées dans ces deux comparaisons, en fait, c'était des études qui n'avaient pas les mêmes endpoints, c'était des études qui n'étaient pas toujours de très bonne qualité. Donc, bon, elles étaient un peu autocritiques, mais il y avait quand même, sur le plan statistique, en tout cas, certains résultats qui montraient qu'il fallait mieux cycliser que d'être dans la pénombre continue ou que d'être dans la lumière en continu. Alors, ben, c'est la méthodologie du Green de faire la littérature sur certains sujets. Hein. Donc, c'est pour ça que parfois, on est un peu déçu par ce qu'on trouve dans la littérature, mais on est obligé de rendre compte de ce qui existe. Après, il y a la troisième question. Donc, c'était quel est l'environnement lumineux adapté au bien-être des parents, des soignants et à la sécurité des soins. Donc, pour ça, en fait, il n'y avait pas vraiment de littérature précise là-dessus. Donc, on s'est appuyé sur les recommandations américaines et sur un article de White. White, c'est un auteur qui fait souvent des articles en fait sur l'environnement. Comment on fait quand on veut faire des travaux sans changer complètement un service pour améliorer, par exemple, la luminosité pour les bébés. Donc, il reprend en fait aussi bien des recommandations que des façons de faire très simples. Et voilà. Donc, on s'est basé en fait sur ces articles-là.
Et donc, les recommandations américaines, donc j'ai remis le petit bandeau là pour que vous repériez un petit peu dans la luminosité. 100 à 200 lux en moyenne, maximum 650 lux. Donc, 650 lux, c'est un peu comme quand on est dehors, qu'il y a pas mal de lumière, mais qu'il n'y a pas vraiment de soleil. Pour les soins, bah alors, en fait, les procédures difficiles avec des soins de base. Donc, évidemment, vous savez que quand vous faites des procédures difficiles, vous êtes obligé d'utiliser des lumières très fortes. Et du coup, en fait, il faut protéger l'enfant pour qu'il ne soit pas soumis à ces lumières fortes-là. Et il y a aussi dans les recommandations américaines un filtrage des lumières dans l'ultraviolet et l'utilisation d'une lumière individuelle et ajustable, une petite lampe qu'on peut en fait orienter pour pouvoir faire des gestes particuliers et que vous puissiez aussi tourner, utiliser pour faire attendez, excuse-moi, en termes d'intensité. Oui, c'est ça, que vous puissiez en fait diminuer l'intensité selon les situations de soins dans lesquelles vous êtes. Et en fait, ils ont aussi vu que la majorité des services utilisaient vraiment ces recommandations-là aux États-Unis. Alors en fait, maintenant, on arrive aux recommandations du Green. Donc, la première, c'est que vu qu'il y a des effets délétères physiologiques pour l'enfant de l'exposition à des intensités lumineuses supérieures à 1000 lux, il convient d'éviter les sources lumineuses naturelles ou artificielles de plus de 1000 lux. C'est un grade C, ça veut dire que ce n'est pas basé sur des études qui ont comparé, parce que c'est difficile de soumettre des enfants à plus de 1000 lux et de voir qu'ils désaturent. Mais c'est en fait presque un avis d'experts ou des études où ils ont vu que l'enfant ne supportait pas bien ça. Mais sans vraiment avoir une preuve scientifique. Un impact physiologique plus grand était noté en cas de variation rapide de la lumière. Une augmentation progressive des niveaux lumineux est préconisée à chaque changement lumineux. Donc, ne pas illuminer trop l'enfant directement. Augmentation progressive plutôt que brutale. Et ne pas isoler ne pas isoler sensoriellement l'enfant, c'est-à-dire ne pas le mettre tout le temps dans le noir. Quel que soit l'âge gestationnel, si on veut prévenir la rétinopathie, ça ne marche pas. Et pour les nouveau-nés de moins de 32 semaines, l'usage de protection face aux sources lumineuses est recommandé. En fait, c'est toujours le protéger quand il y a une grosse source lumineuse qui arrive. Et cette protection doit être adaptée individuellement et basée sur l'analyse personnalisée des variations de stade veille-sommeil et des réponses comportementales de l'enfant, puisque en fonction du nombre de vies de l'enfant. L'enfant peut aussi avoir maturé un petit peu plus au niveau, par exemple, de sa peau, il peut être un peu moins gêné. Et bon, en fait, il faut toujours avoir une attitude personnalisée pour tous les types de protection qu'on propose aux enfants. Et lors de la pratique du pot à pot, ne pas oublier de protéger l'enfant, mais aussi de favoriser une interaction visuelle. Donc, en fait, dans le green, parfois, il n'y a pas d'article vraiment, hormis des articles d'experts. Du coup, on peut les utiliser si le green pense que c'est une bonne idée de le mentionner. Et ensuite, il y a l'exposition donc aux fortes intensités lumineuses. Bon, ça, on a déjà un peu dit, hein, c'est aussi la photothérapie avec une pensée spécifique pour les enfants qui sont dans la chambre d'un autre enfant qui est en photothérapie et qu'on oublierait de protéger, ce qui arrive quand même assez souvent. Et puis, après, il y a la question de la cyclisation systématique de la luminosité. Donc, en fait, on dit qu'elle est inoffensive, qu'elle semble bénéfique, même si le niveau de preuve n'est pas, d'après la qualité des études, pas extraordinaire. Mais on a quand même l'impression que ça peut favoriser une cyclisation veille-sommeil qui perdure au domicile après. Et éventuellement, ça peut un peu raccourcir l'hospitalisation, peut-être par le fait que l'alimentation orale se fait de manière plus précoce ou plus efficace. Personne ne sait exactement quel est le lien, mais en tout cas, ça a été suggéré par la Cochrane. Donc, la mise en place de cette cyclisation vers 32-34 semaines par avant pourrait avoir un effet positif et est recommandé par le Green, même si les stratégies d'implantation ne sont pas très précisément déterminées dans la littérature. Après, il y a concernant les parents, les soignants, etc., en fait, les recommandations sont qu'il y ait une luminosité plus élevée au poste central de soins et un accès à la lumière naturelle qui soit possible pour les soignants. Ça, c'est pour des raisons de stabilité en fait, psychique en fait, et de bon état mental en fait, et de concentration professionnelle. Et donc,
Après, il y a aussi l'idée qu'éventuellement, il faudrait favoriser la lumière bleue et éviter la lumière bleue. Mais ça, on n'a pas vraiment de preuves là-dessus, donc personne ne fait ça pour l'instant. Après, au niveau des stratégies, ben donc c'est toujours la même chose, hein. Enfin, vous avez les volets, les stores, ne pas installer les incubateurs à moins d'un demi-mètre de la fenêtre, la fermeture possible de toutes les sources lumineuses, y compris les couloirs qui pourraient entrer dans la chambre de l'enfant, des variateurs dans chaque chambre, le recours à des lumières individuelles et indirectes, donc aussi bien la petite lampe de chevet que la lampe pour faire des gestes sur l'enfant. Bon, les chambres individuelles ou doubles, c'est toujours mieux que d'avoir des grandes chambres avec 5 lits, parce qu'il y en a toujours bien un qui est en photothérapie et du coup, ça nécessite de mettre des lunettes ou des protections ou des caches-couveuses chez les autres, en tout cas quelque chose pour les protéger. Et puis, en fait, en néonatologie, il peut y avoir un bénéfice si l'enfant n'a pas son lit, enfin, son incubateur ou son petit lit à côté de la fenêtre, mais un peu à distance, d'avoir une ouverture directement vers l'extérieur. Ça permet de cycliser dans la dernière partie de l'hospitalisation. Et enfin, pour les soignants, une salle de détente équipée avec une fenêtre à l'extérieur, vers l'extérieur est un critère positif. Donc, après, vous avez des stratégies qui sont les couvre-couveuses, mais c'est à utiliser avant 32 semaines, puisqu'après, en fait, c'est plus la cyclisation qui commence à potentiellement être bénéfique. Et ces couvre-couveuses, il ne faut pas les laisser tout le temps, sinon il y a une déprivation visuelle. Et en fait, l'idée, c'est que l'enfant sorte beaucoup de son incubateur, qu'il n'y soit pas tout le temps et que du coup, il soit en peau à peau. En peau à peau, on fasse attention à comment les yeux de l'enfant sont soumis à la luminosité, parce que ce n'est pas parce qu'il est dans peau à peau ou dans les bras qu'il n'est pas soumis à une lumière trop intense, en fait. Il faut toujours regarder ça et s'adapter, en fait, à la façon dont l'enfant réagit aussi à la lumière. Les lunettes, en fait, il ne faut pas les utiliser sauf quand il y a vraiment quelque chose de spécifique. Hein, c'est le bon sens, mais bon, en fait, par exemple, pour faire beaucoup de gestes sur un enfant, etc., on peut lui mettre des lunettes, surtout quand il est en dessous de 32 semaines. Mais après, quand l'enfant a juste un petit geste ou quoi, on peut aussi demander aux parents de protéger les yeux de leur enfant. Enfin, c'est toujours une question d'interaction avec les parents aussi, parce que tout ça, c'est un tout, en fait, hein. Voilà, et enfin, il faut toujours regarder la position de l'enfant, ça je vous l'ai dit, surtout quand il est en peau à peau, et faire en sorte que l'enfant puisse trouver le niveau de lumière qui lui convient à ce moment-là de son développement pour avoir envie d'ouvrir les yeux et d'interagir avec son environnement, puisque l'ouverture des yeux est un des éléments qui permet aussi d'entrer en relation avec ses parents. Après, il faut faire attention au moment des fonds d'œil, puisque les fonds d'œil, c'est un moment où pendant 24 heures, l'enfant peut avoir encore plus de difficultés à accommoder. Et ça, je vous l'ai dit. Après, il y a encore pas mal de points non résolus, parce qu'il n'y avait pas énormément de littérature sur ce sujet. Et donc, je vous les affiche. Si vous avez envie de faire de la recherche, voilà des points qui méritent un intérêt particulier. Je vous remercie. Alors, s'appuyer sur des recommandations de bonnes pratiques, c'est tendre vers une harmonisation des pratiques. C'est aussi pouvoir défendre finalement des conduites, des attitudes mises en place dans le service. Donc, je pense au niveau lumineux. Et donc, il y a ce qui est bien pour le bébé et ses parents. Et puis, tu as évoqué aussi du point de vue des soignants. Alors, en ligne, on a aussi des questionnements, et je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse aussi beaucoup. Du point de vue des soignants, il y a aussi la recommandation qu'ils ne soient pas tout le temps dans l'obscurité, notamment pour les personnels de nuit. Alors, comment on fait pour conjuguer finalement un peu tout ça? Nous, quand on a, alors je vais parler du nouveau service que vous avez vu ce matin, des photos ou un petit film. Donc, quand on a construit notre nouveau service, on a pris toutes les recommandations du Green, entre autres les recommandations celles-ci, et on a essayé de vraiment les mettre dans le cahier de charge des travaux, en fait. Et un des éléments, donc c'est vrai que l'intérêt de s'occuper aussi des soignants et des parents, et pas que des bébés, même si le bébé est toujours au centre, c'est que les soignants, en fait, il y a un certain nombre de règles, y compris des directives européennes, qui disent qu'il faut qu'il y ait un bon niveau de luminosité, si possible vraiment la luminosité par des fenêtres extérieures. Donc, en fait, ce qui a été fait dans notre service pour les personnels de nuit,
c'est d'avoir des plafonniers avec des images d'arbres, etc. Enfin, des lumières, comment ça s'appelle? De la lumière qui sort avec une petite C'est comme un image. puits de lumière. Voilà, un puits de lumière, mais qui est en fait assez joli et qui peuvent d'ailleurs éteindre ou allumer. Hein. On n'est pas obligé de les laisser allumer tout le temps. Et en fait, il y a aussi dans la salle de détente des petites lumières en fait qui sont assez douces, qui peuvent mettre la nuit, qui sont très très agréables. Ou alors les grandes lumières, s'ils ont envie vraiment de dessiner ou de d'écrire, etc. Qu'il puisse y avoir vraiment différents types en fait de luminosité possibles dans les couloirs comme dans les salles de soins en fait. Donc, c'est vrai que je voulais vous dire, si jamais vous faites des travaux ou des choses comme ça, basez-vous vraiment sur les recommandations du Green, enfin de la SFN, et donc pour ce qui est de l'environnement du Green, parce que c'est des recommandations qui ont été validées par la HAS, et du coup, elles peuvent avoir plus de poids pour obtenir en fait ce que vous voulez, et c'est assez pratique. Vous voyez, par exemple, ces recommandations, là, c'était un peu long, je suis désolée, mais parce qu'il y a beaucoup de choses, bon. Mais en fait, si vous voulez vraiment aller à l'essentiel, sur le site de la SFN, vous avez un petit document, vous cliquez à côté du titre de ces recommandations, vous avez en bref, entre guillemets, un très joli petit document comme ça en une page qui vous dit ce qu'il faut savoir quand on est déjà un peu informé, comme vous êtes super informé. Je pense que ça pourra peut-être vous suffire pour appliquer ça très bien. Merci. Une autre question, réflexion dans la salle? Ah, devant. Bonjour. Est-ce qu'il y a eu des études faites sur l'impact des différentes longueurs d'onde, différentes couleurs de la lumière? Non, pas encore vraiment. En fait, il y a l'idée que in utero, l'enfant, jusqu'au terme, il est dans des longueurs d'onde qui correspondent plutôt au rouge. Donc, du coup, ce qui pourrait être vrai, c'est que ce serait plutôt du rouge qu'il faudrait pour eux, quoi. Mais on n'a pas testé ça. Et en fait, c'est difficile parce que mettre du bleu, alors qu'on pense que c'est peut-être le rouge qui est mieux, c'est compliqué pour inclure des bébés. Mais donc, ça fait partie des points non résolus. Vous voyez, intérêt d'utilisation de filtres de lumière bleue. On a parlé des recommandations des bonnes pratiques du green par rapport à l'environnement lumineux. Donc, petit rappel d'abord, c'est que les recommandations SFN sont accessibles même aux non-membres sur le site. Donc, le bien-être, l'environnement lumineux, il faut trouver un équilibre un peu entre le bien-être des patients et la sécurité des soins. Aïe, docteur, mais c'est pas mon fils que vous piquez. Quelqu'un pourrait remonter la lumière? Donc, in utero, il y a des études, surtout sur les animaux, qui disent que les changements brusques, ça peut faire jusqu'à des modifications neuronales. Là, on a un souriceau dont la mère était enceinte à proximité d'un phare. Jour, nuit, jour, nuit. Ça l'a un peu dérangé. Donc, jusque 32 semaines, les paupières protègent super mal. Elles sont très fines. Tu m'enroules une, en fait, elles sont comme du papier cigarette. Après 32 semaines, il vaut mieux cycliser qu'une pénombre continue. Celui-ci est mûr, je le ramène à la surface. Donc, recommandation américaine, c'est d'avoir des lumières individuelles et adaptables, un peu comme les frontales en spéléo, quoi. Donc, dans les chambres, c'est bien d'avoir un volet, comme ça on peut faire du pot à pot tranquillement et bien observer la position du bébé s'il y a une gêne ou quoi. Par contre, dans la salle des soignants, une petite fenêtre vers l'extérieur, c'est très bien.